j'aurai la liste, je ferai le test. Il y a 10 jours. Allez, jusqu'au bout, la secrétaire me fournit la liste de Pontéa et après on fera passer la page des margeaux. Bénédicte Boiron présente. Antoine Bignot. Présent. Laurent Boyer. Présent. Stéphane Charmontret. Présent. Pierre-Louis Gauthier. Présent. Yannick Alna. Présent. François Huchet. Présent. Didier Julienne. Présent. Brigitte Le Bihan. Présent. Valérie Lecause. Présent. Guillaume Le Guen. Présent. Michel Le Hénaff-Lejeune. Présent. Géraldine Lemasson. Présent. Franck Le Provost. Présent. Morgane Le Penven. Présent. Jacques Ménage. Présent. Nelly Maillot. Anaïd Montfort. Présent. Geneviève Pirot. Présent. Pierre Rameau. À donner procuration à Laurent. À Laurent Boyer. Karine Topa. À donner procuration Michel Ménard. Viviane Vella. Présent. Olivier Muller. Présent. Colette Housseler. Présent. Sylvie Gézéquel. À donner procuration. Par la team. Pas de souci. La procuration Ah, à qui? À moi. Ok. D'ailleurs, je m'étonnais de ne pas avoir reçu D'accusé de réception. Oui, voilà. Ouais, c'est bon. On va vérifier qu'il est libre. Ce que je propose à tous, pendant le temps de calage complet de la découverte des livres, on doublonne éventuellement les informations, le temps que tout soit bien rangé et opérationnel. Mathieu Langlais. Présent. Aurélie Schaeffer-Morin. Le quorum est atteint et le PV va pouvoir partir à la signature. Le procès verbal de la séance du 24 janvier vous a été transmis. Non. Donc on le laisse. Donc on peut commencer le débat d'orientation budgétaire en l'ordre du jour. Bonsoir. Alors, donc ce débat d'orientation budgétaire est une obligation légale dans les communes de plus de 3500 habitants. Je ne vais pas reprendre toute la réglementation, vous l'avez dans le rapport d'orientation budgétaire. Mais juste rappeler qu'il y a 3 éléments à ce débat. Les orientations budgétaires envisagées sur les évolutions prévisionnelles, en dépenses et recettes, en fonctionnement et en investissement, une présentation des engagements pluriannuels, et enfin des informations relatives à la structure et à la gestion d'encours de dette. Dans le cadre de ce débat budgétaire, on va cependant, dans un premier temps, on va évoquer le contexte national très rapidement, puis donc les résultats prévisionnels de 2024, néanmoins, parce qu'ils sont quasiment certains, et enfin, bien sûr, les prévisions, en incluant les documents qui nous sont les documents qui nous sont demandés. Par contre, j'ai besoin du diaporama. Ça va arriver. Donc, sur le contexte général, néanmoins, il y a différents éléments qui ne vont pas échapper. Le premier, c'est une dégradation des finances publiques au niveau national, une croissance économique prévue à 1,1%, une inflation estimée à 1,8%. En parlant de dégradation des finances publiques, on est sur un déficit prévu à 5,4% du PIB en 2025. Et à cela s'est ajouté le vote d'une loi spéciale compte tenu de la situation du gouvernement sur les mois passés.
finances néanmoins 2025 a été votée. Elle propose quelques ajustements. Il avait été question à un moment notamment que le taux de compensation de la TVA soit minoré. Et en fait, il est maintenu à 16,404. Je rappelle que c'est lorsque l'on fait des investissements, la collectivité récupère une partie de la TVA. Donc ça devait diminuer à 15 et quelques. Là, on garde ce maintien-là. On aura également une revalorisation donc, des valeurs locatives de plus 1,7%. Elle concerne la taxe foncière sur les locaux d'habitation, les locaux industriels et le foncier non bâti, ainsi que les taxes d'habitation sur les logements secondaires et les logements vacants. Il y a un prélèvement appelé exceptionnel sur les recettes des collectivités, d'IDICO, mais notre commune n'est pas concernée en l'état. Concernant la rémunération des agents publics, plusieurs éléments. En matière d'agents de carence, le taux d'indemnisation à 90% au lieu de 100%. Un élément quand même relativement conséquent pour les finances des collectivités, l'évolution du taux de cotisation de la CNRACL, qui est applicable au 1er janvier, à savoir une hausse des cotisations de 3 points par an. Donc on va atteindre au 1er janvier 2028 43,65%. Forcément, ça a un impact sur les finances, sur les charges de personnel. Autre élément en hausse, le taux de cotisation d'assurance maladie. Et enfin, une mise à jour de la valeur forfaitaire de la taxe d'aménagement. Ça, c'est dans les orientations budgétaires. On a également des incertitudes concernant l'évolution des dotations, puisque même s'il y a une volonté de maintenir un certain niveau, on n'a toujours pas d'éléments sur la répartition de la DGF. D'autre part, il y a également des prélèvements sur ces dotations et on a le fonds vert qui est réduit de 1 milliard d'euros, donc ça peut impacter des projets, ainsi que la dotation de soutien à l'investissement qui est réduite à 250 millions. De l'autre côté, on a une augmentation du soutien au service public à la petite enfance. Une enveloppe de 86 millions est mise en place. Enfin, d'autres éléments, ça concerne le département. Alors sur le contrat de territoire, il n'y a pas d'impact. Le maintien de l'enveloppe pour Trésorda est confirmé. Par contre, il y a un gel pour les intercommunalités. Et concernant la communauté d'agglomération, on a une suppression de l'enveloppe de la dotation de solidarité communautaire, donc qui s'élève à 13 226 euros. Et on n'a pas d'informations sur le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale. On n'a pas encore d'éléments. Donc ça, ce sont les contextes 2025, au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Pour ce qui est de la collectivité, pour ce qui est de Trésorda, je vous propose de vous présenter donc les résultats prévisionnels 2024, tant en fonctionnement qu'en investissement. Donc ici, vous avez un graphique qui récapitule l'évolution des résultats de la section de fonctionnement et de la section d'investissement depuis 2019 jusqu'à 2024. Donc en jaune, vous avez la section de fonctionnement, l'évolution des sections de fonctionnement. En vert, la section d'investissement et le résultat global, donc en violet. On voit qu'il y a une corrélation entre résultat global et section d'investissement. Et l'objectif de la collectivité est ici, la volonté de la collectivité, c'est de maintenir en section de fonctionnement un autofinancement à hauteur de 1 million, 1 million 100. On voit qu'on est tout à fait dans ces flux-là pour favoriser à terme les investissements et l'autofinancement. Alors, concernant les recettes de fonctionnement en 2024,
On a, si on s'arrête sur le résultat brut, on a un pré-CFU 2024 qui va s'élever à 6 578 954 euros. Alors si on le compare au compte administratif 2023, on a une augmentation de 26,12%. Mais il faut, cette forte augmentation s'explique par le produit exceptionnel lié à la vente d'Aircore et également aux libéralités reçues à travers, donc, notamment, suite au décès de M. Kenneth White, l'assurance vie qu'il a versée à la collectivité. Donc le montant de 847 463 000 est exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on passe. Concernant, quant aux recettes de fonctionnement, elles s'élèvent dans le pré-CFU, elles s'élèvent à 4 24 soit une augmentation de 2,79% par rapport au compte administratif 2023. On peut constater que les charges de caractère général ainsi que les charges de personnel sont relativement contenues. Et donc c'est aussi un gage de bonne gestion et de bonne maîtrise des finances communales. Donc ça c'était pour le fonctionnement. Concernant les investissements en 2024, nous avons ici, on est sur un total, je ne me trompe pas, un total à 3 063 000 euros de recettes d'investissement et on reste à réaliser, on est sur un total d'1 352 754. Je rappelle que les restes à réaliser, ce sont des recettes que l'on a obtenues mais que l'on va débloquer sur le budget 2025. Sur les dépenses d'investissement en 2024 sont également un total de 3 500 524 euros, plus là également des restes à réaliser à 2 millions, à un peu plus de 2 millions, qui là aussi concerne principalement les constructions en cours, notamment le projet de traitement. Je voulais juste revenir, Denis, sur le résultat de la section d'investissement. On est sur un résultat positif et le résultat de clôture s'élève à 2 142 969 euros pour l'investissement en 2024. Alors, concernant les orientations budgétaires 2025 et les prévisions de recettes de fonctionnement, on se base concernant les impôts. Donc, la première chose, c'est la revalorisation des bases locatives, sachant que nous proposerons un maintien des taux actuels de la collectivité lors du vote du budget, tout comme le maintien de la majoration de 30%. Il n'y aura pas de proposition d'augmentation de cette part communale sur les résidences secondaires. Comme évoqué précédemment, on a une incertitude sur le montant du fonds de péréquation et donc on a une suspension de la dotation de solidarité communautaire. Concernant la fiscalité indirecte, nous tablons sur une stabilité des droits de mutation et un maintien du produit de la taxe sur l'électricité. Je rappelle que là, c'est une taxe que nous conservons, que nous ne reversons pas au SDE. Et enfin, il est envisagé, il est prévu, concernant les autres recettes, une augmentation en moyenne, une revalorisation des produits et services de 2%. A noter que comme nous avons vendu la résidence de la Narclès, il y a des revenus d'immeubles en baisse. Par contre, nous avons réalisé des placements de compte à terme, donc il y aura également, il faudra qu'on intègre les recettes liées à ces placements. Et nous avons également obtenu pour le budget 2025 un remboursement d'EDF suite à la mise en place de l'amortisseur énergétique. Donc ça prend un peu de temps, c'est un carreau.
s'amortir, c'est comme je dis. Toujours dans les recettes de fonctionnement, les dotations de l'État. Alors, on les évalue, hein, on les évalue à 765 000 euros. La DGF, on a plus 60 habitants, donc l'évolution va être faible. Par contre, on estime que la DSR et la DNP seront maintenues à leur niveau actuel. Ainsi, il reste donc les participations à hauteur de 245 000 euros. Ce qui nous fait envisager une progression des recettes de 131 474 euros, soit plus 2,41% en 2025 par rapport à 2024. Donc vous retrouvez ici les éléments en gros les grandes lignes, les grandes masses de ce que la collectivité envisage pour le budget 2025. Concernant, en face de ces recettes, il y a des dépenses, bien sûr. On est sur une base de plus 2% sur les charges à caractère général. Donc, on a une baisse des charges d'électricité. Par contre, il va y avoir une augmentation des fournitures, l'achat de contrats, les ajustements de cotisation également et des autres services extérieurs qui se développent. Alors, à savoir que les 21 400 euros ici incluent le festival Montmartre, dont nous sommes porteurs du projet, et donc nous avons avancé les fonds, et bien sûr il y a un remboursement par les collectivités qui participent également à ce festival. Les charges de personnel vont augmenter de plus 4,23%. Elles se répartissent par les avancements d'échelon, de grade, le versement d'une allocation de retour à l'emploi, le versement d'un capital d'essai et également ainsi la majoration de l'enveloppe du régime indemnitaire, l'intégration du bonus attractivité pour les agents de la petite crèche, l'augmentation de la cotisation CNRACL et l'augmentation de la cotisation patronale de l'URSSAF. Au global, plus 4,23% sur les charges de personnel. Vous avez ici l'effectif, pour rappel, la structure des effectifs. Donc on a 54 agents dans la collectivité, dont 15 non titulaires. Je vous laisse prendre connaissance de ce tableau. Les autres dépenses de fonctionnement vont concerner les charges de gestion courante. Là, donc, nous avons fait le choix de maintenir le montant de l'enveloppe des subventions et de majorer par contre la subvention d'équilibre au CCAS. Les charges financières, quant à elles, intégreront la possible mobilisation d'un nouvel emprunt en 2025, ainsi que le report du résultat du budget de l'écoquartier pour un montant de moins 526 177,23 euros. Ce qui nous fait pour les dépenses de fonctionnement une progression des dépenses réelles à 3,30%. Données que l'on retrouve ici dans ce tableau comparatif. De ce fait, de l'autofinancement de la collectivité, si on fait les recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement, on obtient un autofinancement brut à 1 214 000 euros. Il faut retirer à cet autofinancement brut le remboursement du capital de la dette, 473 143 euros, plus donc ce qui nous fera un autofinancement net pour la collectivité à plus de 740 000 euros. Ce qui est tout à fait conforme à nos attentes. En face de ces dépenses, on a également des recettes. Donc les principales prévisions de recettes concernent les subventions, dont la majorité se trouve en reste à réaliser, puisque pour rappel, on ne peut inscrire une subvention que lorsqu'elle est effective. On ne peut pas inscrire une subvention nouvelle tant qu'on ne l'a pas obtenue. On a les subventions, essentiellement celles qui sont actées.
Le fonds de compensation de la TVA, donc à hauteur de 300 000 euros, la taxe d'aménagement, à 40 000 euros, l'excédent de la section de fonctionnement, là, c'est toujours pareil, on est sur une estimation à 600 000, les amortissements à 800 000, et donc le solde d'exécution 2024, dont je vous parlais tout à l'heure, à hauteur de 142 668 euros. Le virement prévisionnel 2025 restant à définir. Il est envisagé un emprunt, mais pour l'instant, nous sommes toujours en discussion avec les agents financiers. Je vous ai parlé tout à l'heure dans les restes à réaliser du projet de 13 Meurport. Il nous reviendra d'inscrire au budget, lors du vote du budget, une nouvelle autorisation de programme pour ce projet, dont vous voyez le déroulé sur les crédits de paiement en 2025. Donc le total s'élèvera à 1 780 000 euros. En 2026, 415 000 euros. Et en 2027, 844 000 euros. Cette autorisation de programme sera prévue au budget 2025. Au-delà de ce projet de 13 Meurport, on a également, bien sûr, sur les principales dépenses, on retrouve l'aménagement de la voie verte, la construction du centre nautique, des rénovations énergétiques, un aménagement du cimetière, la rénovation de la charpente de la chapelle de Bonne Nouvelle et la construction d'un hangar au centre technique. Sans oublier, bien sûr, tout ce qui est renouvellement de matériel et entretien du patrimoine communal. Et enfin, pour ce qui est de la dette communale, vous avez également un graphique, si je ne m'abuse. Au 31 décembre 2024, donc la dette s'élève à 5 329 366 euros. Elle était au 31 décembre 2023 à 5 803 524 euros. Vous voyez ici l'évolution du capital restant dû de la dette sans simulation d'emprunt nouveau. Donc ça c'était pour le budget principal. Concernant les budgets annexes, la maison de santé, il y a deux éléments, la réduction des charges à caractère général pour moins 3%, la baisse des charges d'intérêt pour moins 7,7%. Donc ce qui fait que sur la maison de santé, il nous reste un capital restant dû à hauteur de 300 000 euros. Mais pour rappel, pour équilibrer le budget, on est sur une avance de trésorerie cumulée à 331 419 euros. Concernant le port, lui, on conserve une stabilité des charges à caractère général et les tarifs vont augmenter de plus de 2%. Donc, les éléments de prospective tels qu'ils sont rendus obligatoires pour le DOB. Vous voyez ici, vous avez un tableau qui démarre en 2018 et qui s'étire jusqu'en 2027, qui vous montre l'évolution des recettes réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement, et donc la capacité d'autofinancement brut de la collectivité. Cette capacité d'autofinancement brut, à chaque fois, il faut en retirer le remboursement du capital, et vous obtenez la capacité d'autofinancement net. Comme je vous l'ai déjà dit, on est à partir de 2024 sur les prévisions et hors intégration des produits de cession, on est sur des montants de capacité d'autofinancement qui sont tout à fait satisfaisants pour la collectivité. Et vous voyez que le désendettement de la commune est largement correct, puisque au maximum on est à 5 ans et 1 mois en 2027. Alors par contre, je vous ai dit qu'il y a l'emprunt simulé en 2025. J'ai oublié. Et donc le slide suivant, ça peut être l'évolution, la même
la même interprétation sous forme graphique. Voilà pour ce qui est de cette présentation des perspectives, donc du constat du constat de la réalisation 2024, même s'il reste quelques éléments à affiner, et de la prospective 2025. Merci. À ce stade, y a-t-il des questions sur ces orientations budgétaires? Oui, pour commencer, je propose de parler des produits, des services. En fait, on voit dans les recettes que globalement, il y a une augmentation des recettes linéaire. Et en fait, moi, je m'interrogeais sur les produits des services que l'on a augmenté de 2% par délibération d'ici décembre. Je me demande si cette revalorisation de 2% est vraiment justifiée. Et en fait, en date du 6 décembre, on n'avait pas tous les chiffres qu'on a là. Et finalement, on a voté un peu une revalorisation sans avoir une vraie connaissance du réel besoin. Sachant que là, on parle de services, donc quelque chose qui a trait directement à la population. Et généralement, c'est tout ce qui est école, cantine, des choses comme ça, donc qui impactent fortement les budgets les plus délicats, les familles les plus en difficulté de la commune. Alors déjà, on savait quand même que l'inflation allait se maintenir à 1,8, donc ça c'est un point à prendre en considération. Je pense que Madame le maire va ajouter des choses, mais on a déjà évoqué, il me semble, ce sujet-là, et comment dire, alors je voudrais pas, comment m'exprimer. À un moment, le service rendu doit être payé. Il y a également, vous parlez effectivement de la cantine, du centre de loisirs. Il y a des agents, il y a des revalorisations statutaires, donc il faut également qu'on en tienne compte. C'est important d'avoir des tarifs qui soient quand même en rapport avec la dépense engagée. Et le service, ça repose notamment sur des humains. Je pense que l'évolution légitime des rémunérations et du chapitre 12 conduit aussi à cet impact-là, sachant que l'ensemble des services rendus à la population sont bien sûr déficitaires. Ce qui est légitime dans le cadre d'un service public. Il faut pouvoir avoir ce suivi. Et je rappelle que pour un certain, tous nos tarifs sur Tréverin sont effectivement reposent sur le quotient familial et nous avons pratiqué des augmentations qui impactaient différemment à différents niveaux suivant les niveaux de quotient familial, avec un impact moindre sur les quotients familiaux les plus faibles. Et sur la restauration, je rappelle qu'on a re-signé la convention à 1 euro par jour. J'ai envie de dire que c'est quand même une pratique quasiment généralisée dans la majorité des collectivités de suivre, on va dire, la tendance de l'inflation pour revaloriser les services. Ça n'a rien d'exceptionnel. D'autres points de question? Concernant les restes à réaliser 2024, ils sont encore à 2 millions, 2 millions 100 ou 2 millions 200. Est-ce que vous pouvez expliciter pourquoi ils sont encore aussi élevés?
les restes à réaliser en dépenses d'investissement, sur les 2 millions, il y a 1,5 million qui relève de trésor plan. D'accord, mais il me semblait qu'il avait été créé des programmes, justement, enfin les projets, programmes, les autorisations de programme, merci, justement pour gommer ces phénomènes de reste à réaliser. Et donc, je ne m'explique pas. Parce qu'on vient de la créer, la PCP 13 Sport, on vient de la créer. Elle sera créée au budget. Elle va être créée au budget. Et donc, en 2024, il n'y avait pas de travaux très morts. Mais elle n'était pas en AP. Elle n'était pas en AP. Très bien. J'ai une deuxième question qui concerne l'emprunt. On parle entre 1 et 2 millions. Alors moi, je fais la différence entre 1 et 2 euros. Alors 1 et 2 millions, je vois bien la différence. On fait quand même... c'est quelle tendance? C'est 1 ou c'est 2 millions? Et c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? C'est pour financer l'ensemble des investissements qui sont programmés. Et on pose cette réflexion autour de l'emprunt dans un contexte de taux qui pourrait être plus intéressant aujourd'hui et dans un contexte qui fait que nos rémunérations de compte à terme sont favorables. Donc, globalement, c'est la politique d'une gestion proactive de la dette en fonction des besoins de la collectivité. C'est de là cet écart que les chiffres méritent d'être complètement affinés et nous avons la chance dans la collectivité aujourd'hui, grâce à sa bonne situation financière, de pouvoir faire le choix entre emprunt, pas emprunt et le niveau de l'emprunt, en fonction de ce qui sera le plus favorable pour l'avenir. D'un autre côté, il est aussi complètement raisonnable et logique quand on fait un investissement du type de celui de 13 Morport, qui est essentiellement pour une large part de la voirie et des éléments de transformation de fonds qui vont durer 30 ou 40 ans, de financer aussi cet investissement sur une durée qui soit en relation avec le bien qu'on est en train d'acquérir. Financé par de la trésorerie, quelque chose qui est amené à durer 20 ou 30 ans, ça semble quand même dommage. On ne le fait pas, on achète. Peu d'entre nous achetons des maisons cash ou faisons des rénovations lourdes de cette façon-là. L'emprunt, c'est aussi la possibilité, face à des investissements qui vont durer dans le temps, d'avoir un financement qui soit effectivement raccord avec la durée de l'investissement. Le tout est de le faire au bon moment pour ne pas avoir des intérêts qui soient excessifs. Et là, on a en plus la possibilité d'avoir une rémunération de notre trésorerie. Si je peux le rappeler, il y a une mécanique comptable aussi qui veut que la section d'investissement soit équilibrée. Donc au stade du budget, en général, on va avoir tendance à mettre un emprunt un peu plus fort. On a dit tout à l'heure que les subventions aussi, on ne les connaît pas aujourd'hui. Donc pour équilibrer la section, on met un emprunt un peu plus fort. Et si on a donc des subventions, voire si on a un décalage dans le temps d'opération, on ajuste le montant de l'emprunt. C'est pour ça qu'au stade d'un évaluation budgétaire, on met une variable d'ajustement de l'emprunt et qui peut aller de 1 à 2 millions. Ça n'a rien non plus de choquant pour une collectivité comme Tréverlin. Y a-t-il d'autres questions sur ce débat d'orientation budgétaire? Peut-on considérer qu'il a eu lieu? Donc, je vous propose de procéder au vote qui prend donc acte de ce débat d'orientation budgétaire. Il a bien eu lieu. Y a-t-il des votes contre? Sur le fait qu'il ait eu lieu, ça prête à
abstentions, unanimité. On a bien eu donc ce débat d'orientation budgétaire. Toujours dans les points de financement, nous vous proposons un ajustement de la grille tarifaire des gîtes, des refuges gîtes de Millau, pour pouvoir intégrer la part départementale de la taxe de séjour. Puisque le département a instauré la taxe de séjour départementale à hauteur de 10% de la taxe de séjour déjà en vigueur, donc il nous faut changer nos tarifs pour pouvoir intégrer cette augmentation de la part taxe de séjour. C'est une nouvelle taxe du département sur la partie touristique, c'est ça? Oui. Qui n'existait pas avant? Oui, Ok. c'est nouveau. C'est nouveau. Il y en a une au niveau communal et du coup après au niveau départemental. Non, elle est comme l'activité tourisme a été transférée à la Lyon Trésor Communauté depuis 2010, la taxe de séjour prélevée sur le territoire de Tréverdun l'est effectivement par la Lyon Trésor Communauté. Et du coup, en retour, le département a prévu des investissements dans le sens des tourismes, parce qu'en fait, elle sert à ça, ou c'est juste une façon de... Les cyclables entre Tréverdun et Lannion via... Non, alors... bon, alors le département des Côtes-d'Armor n'avait pas de taxe additionnelle à la taxe de séjour, à la différence des départements voisins, le Finistère là depuis plus de 20 ans, le Morbihan aussi. Il faut savoir qu'au niveau du département des Côtes-d'Armor, il y a ce qu'on appelle Côtes-d'Armor destination, qui contribue à l'attractivité du département par différentes campagnes et qui a aussi un projet, qui réalise aussi de l'observatoire et de l'observation des fréquentations. Donc on peut imaginer qu'une partie de cette taxe additionnelle viendra conforter la politique départementale en faveur du tourisme, sachant que le département a publié en fin d'année dernière son projet stratégique de développement du tourisme. J'espère. Donc sur cet ajustement des budgets, y a-t-il des votes contre, des abstentions, unanimité? Merci. Dans la conscience de Pierre Ramon, c'est moi qui vais vous parler du financement. Donc, nous avons reçu donc des demandes de participation aux frais de scolarité d'élèves qui suivent un enseignement bilingue ou en classe Ulysse. Vous savez que les collectivités sont amenées à participer à la scolarisation des enfants dans d'autres communes ou dans d'autres filières, dès lors que l'enseignement n'est pas proposé sur la commune. Ce qui est le cas, nous n'avons pas de classe Ulysse sur la commune, ni d'enseignement bilingue. Nous proposons de répondre favorable à ces demandes de financement qui s'établissent d'après le moyen départemental. On a refait un petit tour sur la loi justement qui précise ces points et elle mentionne la nécessité d'avoir une convention entre la commune et l'établissement. Ma question c'est est-ce qu'il y a une convention signée? Quand on fait la convention, quand on a la demande, on ne conventionne pas a priori avec tous les établissements du secteur. Moi j'ai une autre question, en fait, est-ce qu'on a un recensement des enfants de la commune qui sont dans des filières bilingues ou Ulysse les classes concernées, ou est-ce que c'est au cas par cas, c'est les écoles qui viennent faire leur demande? C'est au cas par cas, c'est les établissements qui nous sollicitent. Et potentiellement, il y en a d'autres qui n'ont pas fait la demande et qui peuvent la faire. Ouais.
Et à propos des classes bilingues, à quel pourcentage on considère que c'est bilingue? Parce que autant en Diwan, c'est 100%. Là, on parle de bilingue à 50%. C'est un enseignement qui est donc proposé par, Non. C'est la loi dit par la commune. enseignement bilingue, régional, langue régionale, c'est ça qu'elle dit la loi. Oui, donc on applique le mot. Enfin, on la respecte. On respecte. Pour participer donc à la scolarisation, aux frais de scolarité de ces deux élèves, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci. Autorisation d'ester en justice. Micro. Madame le maire sollicite l'autorisation d'ester en justice, en l'espèce assurer sa défense, dans le cadre d'une requête qui a été déposée devant le tribunal administratif de Rennes par Madame Clément. Madame Clément habite sur 2 rue de Christ. Elle avait déposé une DP pour obtenir la possibilité de créer un garage. Le problème, c'est qu'elle fait l'ouverture de son garage est sur une parcelle qui dépend du domaine privé de la commune, sans aucune servitude. Donc sa DP a été refusée, rejetée, et elle a saisi le tribunal administratif. Donc il faut qu'on soit représenté, et on a besoin d'une autorisation du conseil municipal. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Donc nous allons tester. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Autorisation à signer un bail. Alors, il s'agit d'un local situé dans le bâtiment du port. L'actuel occupant de ce local a libéré le local tardivement. La commission d'attribution des espaces commerciaux s'est déjà saisie de candidatures, puisque nous espérions l'avoir plus tôt. C'est la cellule du milieu. Non, c'est celle du milieu. La conciergerie. Et donc, vous voyez que le temps pour la saison nous est compté. La commission donc d'attribution des surfaces commerciales va devoir de nouveau se réunir pour prendre une décision et elle rencontre les candidats demain, la semaine prochaine, pardon. J'ai raccourci le temps. Et donc, c'est pour avoir la possibilité de signer ce bail dès que le candidat aura été retenu par la commission sans attendre le prochain conseil municipal. Y a-t-il d'autres questions sur ce? Il y a plusieurs candidats. Il y avait 3 candidats, il y en a 2 qui sont reçus les 3 sont reçus par la commission. Est-ce que c'est notre intérêt de signer sur une durée maximale? L'intérêt de la commune de signer sur une durée maximale et pas une durée réglementaire traditionnelle? C'est-à-dire je me souviens que historiquement, il y avait les shops là de gauche qui avaient demandé une extension pour faire correspondre à l'arrêt de son activité, ce qui est plus simple. Mais je ne sais pas si c'est intéressant de ne pas avoir la capacité de renégocier avec une cellule commerciale qui ne fait pas le travail, entre guillemets. Je présuppose pas du choix. De toute façon, le précédent qui a laissé, il y avait aussi une durée qui était prévue. Et là, nous, ce qu'on dit juste, c'est la durée maximale à 15 ans et la durée de la concession. Donc ça veut pas dire qu'on va forcément à 15 ans. Ouais. Mais le plus long possible, c'est 15 ans.
bien, nous arrivons aux affaires diverses. Il n'y avait pas de questions diverses. Moi, je souhaitais vous informer que dans le cadre du PLUIH, vous savez, le PLUIH donc, qui avance, et il y aura donc un certain nombre de dates et d'informations qui vont commencer pour pouvoir, pour que les personnes qui le souhaitent puissent aller se renseigner sur le statut de leur parcelle, sur comment ça évolue, etc. Et cela il y a donc un certain nombre de permanences qui sont prévues. Moi, je vais vous donner celles qui auront lieu sur le pôle Phénix à Pleu-Margoulou. Il y en a d'autres. Hein. D'autres dates seront connues, c'est ouvert. Et je vais vous donner celle du pôle Phénix qui vient là à côté de chez nous. Donc le vendredi 28 mars, le lundi 31 mars, le mardi 1er avril et le mercredi 2 avril. Sur l'Agnon Trégor Communauté, donc à l'Agnon, il y aura donc des permanences le mardi 25 mars, le mercredi 26 mars et le jeudi 27 mars. D'autres dates seront connues, mais c'est vraiment le début de la possibilité pour chacun d'aller se renseigner à l'occasion de prendre rendez-vous et de se renseigner sur l'évolution de la constructibilité de parcelles que l'on connaît, sachant qu'il ne sera répondu qu'à une demande précise sur une parcelle précise. Et il y aura aussi à la suite l'organisation de 4 réunions publiques, dont l'une aura lieu à Trébordin, de mémoire le 12 avril. Et il y aura aussi une réunion publique et il y en aura une à Trébordin. Ça me paraît important de rappeler que la construction du PLUIH est effectivement en cours, qu'on arrive au bout et qu'il est important de se renseigner afin de pouvoir éventuellement se manifester lors des enquêtes publiques qui auront lieu à partir du mois de juin. Et déjà d'avoir ce premier niveau d'information dans le cadre de la concertation, ça fait avancer les choses. Voilà sur ce point quant à l'information et à la concertation sur le PLUIH. Une autre antenne. Donc, Madame le maire informe de la mise à disposition d'un dossier d'information relatif au projet d'implantation d'une antenne de relais par la société Bouygues Télécom, donc au lieu du Gavel. C'est une antenne qui couvre toute la bande de fréquence 2G, 5G, avec pour objectif d'améliorer la couverture du territoire et de désaturer la bande 4G. Donc, elle sera située à l'intersection de la rue Pierre-le-Vicomte et du chemin de Pulicia, plus dans la partie Pierre-le-Vicomte. Donc, On n'entend pas Pierre-Louis. Pierre-Louis, plus fort. Donc voilà, un dossier d'implantation d'une antenne Bouygues Télécom pour la couverture 2G, 5G, enfin de 2G jusqu'à 5G, avec l'amélioration de la couverture du territoire et la désaturation de la bande 4G. Donc situation au Gavel, à l'intersection de la rue Pierre-le-Vicomte et du chemin de Pulicia. Donc ce dossier, il est présent, il sera mis à la disposition du public en mairie. Et sur le site internet, donc ne pas hésiter à consulter ce document et cette information. Bon, je pense que nous sommes au bout de ce conseil municipal qui est maintenant clos. Dans le cadre des questions posées par la population, nous avons eu des questions posées par l'association les bienveillants
constitué d'élus a choisi de poursuivre les discussions avec un seul candidat. Et le projet, alors, le choix s'est fait, donc c'est porté sur les intentions, sachant qu'on n'en est pas encore du tout au niveau d'un projet, d'un permis de construire, etc. Donc les critères qui ont servi à ce choix, les élus présents à cette commission pourront nous dire, c'est un projet qui ait des intentions qui soient cohérentes en matière de densité. On avait des intentions qui étaient proposées, quand même des densités importantes, trop importantes. L'intégration dans le centre-bourg, avec notamment la possibilité de préservation du bâtiment Veillant et sa rénovation. Le rapport, le ratio de logements sociaux, qui a été aussi un point important sur les choix de ce porteur d'intention. Et nous allons maintenant poursuivre avec la commission municipale de façon à affiner. Il y a encore au-delà des intentions, il y a des choses à améliorer. Et il y a des chemins à parcourir pour arriver à apporter la rénovation d'une part du site de Veillant, le rendre au logement et de réaliser sur la partie de la poste du logement et des équipements municipaux modernes. Donc voilà où on en est aujourd'hui, sachant que nous devons définir d'un temps d'échange avec la population quand les intentions seront affinées. Voilà pour les questions population à l'issue de ce conseil municipal. Et je vous souhaite